Le voyage qui, à la fin de l'été 124, devait mener Hadrien d'Éphèse à Athènes est désormais l'un des mieux datés qui soit de tout son principat. On a vu en effet que l'empereur était encore dans la capitale de la province d'Asie le 29 août, lieu et date d'expédition de sa lettre aux autorités de la ville de Thermessos près d'Oinoanda, en tête du grand dossier relatif à l'institution d'un concours musical, les Démosthenéia, dans cette ville de Lycie septentrionale. D'autre part, il a été progressivement établi par les spécialistes de l'épigraphie attique qu'Hadrien avait dû arriver à Athènes dès l'automne 124. Cela était déjà assez clair à l'époque de Marguerite Yourcenar, qui s'appuyait sur le livre classique de Paul Grindor, Athènes sous Hadrien. La thèse de Suzanne Follet, Athènes au IIe et IIIe siècle, publiée en 1974, a confirmé et précisé ce résultat. Il subsiste certes des divergences d'opinion sur la question de savoir si l'empereur fut ou non initié d'emblée au grand mystère d'Éleusis, mais de toute façon, il fut présent lors de la panégyrie des Éleusinia, dont la célébration avait lieu dans le courant de septembre. On verra dans une prochaine leçon quel fut son rapport avec le culte éleusinien et plus généralement ce qu'il fit ou entreprit de faire à Athènes jusqu'au printemps 125. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à suivre Hadrien sur les chemins du Péloponnèse, dans un voyage qui se rattache étroitement à ce long séjour athénien et qui est comme le premier volet d'une tournée à peu près complète de l'Achaïe. Par quoi il faut entendre toute la province qui, à partir d'Auguste, englobait non seulement la péninsule achéenne, mais la Grèce centrale et les îles adjacentes. Tandis que la Thessalie, dès après 67, ou peut-être seulement plus tard, fut rattachée à nouveau à la province de Macédoine. La Grèce du Nord-Ouest, quant à elle, constituait alors une petite province dépendant directement de l'empereur et confiée à un procurateur équestre. Vers l'an 112 déjà, avant son accession à l'Empire, Hadrien avait dû profiter du temps passé à Athènes pour visiter quelques sites et sanctuaires de la vieille Grèce, dont les noms lui étaient sans doute familiers depuis sa jeunesse. De fait, dans les mémoires, l'empereur est censé se souvenir des excursions faites alors, non seulement auprès de Plutarque, le sage de Chéronée, mais aussi précisément dans le Péloponnèse. J'eus des chasses à Delphes, pardon, en Arcadie. Je priais à Delphes. À Sparte, au bord de l'Eurotas, des bergers m'enseignèrent un air de flûte très ancien, étrange chant d'oiseaux. Près de Mégare, il y eut une noce paysanne qui dura toute la nuit. Page 80. Pour Marguerite Yourcenar, toutefois, le sénateur Hadrien devait tirer de ses voyages, effectués dans un esprit guère différent, somme toute, de celui qui, une génération plus tard, allait animer Pausanias tout au long de sa périégèse, un enseignement de nature politique. En effet, cette Grèce visitée au début du IIe siècle était un pays appauvri, dépeuplé, portant les stigmates des guerres menées par Rome et des rapines réalisées au profit des généraux, voire d'empereurs romains. Les traces de nos crimes restaient partout visibles, écrit le mémorialiste. Certes, il n'est pas certain que l'exemple choisi pour illustrer cette réflexion, à savoir les murs de Corinthe ruinés par Mummius, ait été le plus topique, puisque la ville pillée et détruite sur l'ordre du consul de 146 avant Jésus-Christ avait été refondée un siècle plus tard et qu'elle était devenue, sous Auguste, la résidence des gouverneurs, justement, de l'Achaïe, le centre économique, avec Patras, de toute la péninsule, la ville où l'apôtre Paul était venu prêcher plus volontiers et plus efficacement qu'à Athènes. Il n'empêche, sous
son plaquage de marbre. Cette colonie romaine masquait mal, dans les esprits, sur le terrain même, la disparition brutale de l'ancienne Corinthe, la glorieuse cité que l'on cherchait à faire revivre à travers la littérature ou par l'archéologie déjà. Rien n'est plus instructif à cet égard que le discours aux Corinthiens, composé vers 130 par un contemporain exact d'Adrien, vous avez ce texte dans le dossier, le rhéteur Favorinos d'Arles, qui s'adressa à ses auditeurs comme s'ils étaient les authentiques descendants des anciens Corinthiens, jusque dans leur atavique penchant à la débauche. Car si Corinthe y est tenue pour une cité insurpassable, la plus plaisante de toutes, assurément, ten Pauline, ten ep Aphroditot Athènes, c'est qu'elle continue à l'emporter par le nombre de ses lupanars et le prix de ses étaïrs. Mais le rhéteur ne s'est fait pas faute dans le même temps de présenter Mummius, le destructeur de Corinthe, comme un Romain des plus incultes. On méditera aussi, tout en y faisant la part de l'exagération rhétorique, bien sûr, le discours que Dion de Prusse, c'est celui-là que vous avez dans votre dossier, une génération plus tard, vers l'an 100, tenait devant les Rhodiens, ce peuple toujours assez prospère grâce à son commerce et qui avait recouvré sous Domitien sa liberté d'antan. Car, dit l'orateur bitynien, nombreux étaient ceux qui faisaient la grandeur de l'Hellade. Vous, les Rhodiens, et aussi les Athéniens, les Lacédémoniens, les Thébains, les Corinthiens en un temps, les Argiens. Mais aujourd'hui, aucun d'eux ne compte encore. Cette page d'une franchise rude et amère, comme l'écrit Paul Venn au terme d'une étude reprise dans sa récente synthèse sur l'Empire gréco-romain, doit être prise plus au sérieux qu'on ne le fait d'ordinaire. Il y a là l'expression non seulement d'un regret, mais également d'un reproche adressé aux grandes cités qui ont trop complaisamment accepté la domination de Rome. Il n'est donc pas arbitraire de penser que dès alors, Adrien ait pu comprendre, voire partager cette sourde amertume de bien des Grecs parmi les plus cultivés. Telle est en tout cas l'option prise par Marguerite Yourcenar. Mais le futur empereur, à la différence de Dion de Prusse, pouvait caresser l'espoir, lui, d'avoir un jour les moyens de stopper, sinon de renverser le déclin d'un peuple qu'il chérissait depuis sa studieuse enfance. Aussi, Adrien se promettait-il, in petto, en quittant Athènes, au terme de ce premier séjour, de veiller sur la Grèce désarmée et de l'encourager à renaître. Quelques siècles de paix étaient nécessaires, note le mémorialiste, page 82. Voilà donc en gros l'idéal qui devait guider l'empereur dans sa politique à l'égard des cités de l'Achaïe quand il revint dans ce pays en 124, muni cette fois des pleins pouvoirs. Mais c'est en interrogeant des sources fort disparates et fragmentaires que l'on peut espérer découvrir les effets éventuels de cette politique culturelle. L'itinéraire même du voyage péloponnésien est loin d'être encore établi dans le détail. Une inscription d'Épidore permet en revanche, comme on le verra dans un instant, de le dater assez précisément de l'arrière-automne 124, environ un mois après son arrivée à Athènes. Adrien dut passer d'abord par Mégare, cité d'importance moyenne, mais occupant une position stratégique, puisqu'il fallait nécessairement en traverser le territoire pour se rendre d'Athènes vers l'isthme de Corinthe. L'étape mégarienne est relativement bien documentée. On connaît depuis longtemps une série de bases de statuts où non seulement l'empereur, mais aussi son épouse Sabine, nouvelle Déméter, sont honorés par chacune des 3 tribus doriennes traditionnelles, les Uleis, les Dimanes et les Pamphuloi, auxquelles s'était ajouté depuis peu
on le constate justement, les Adrianidae, ou membres de la tribu Adrianis. Donc, originellement, un ensemble de 8 socles. En 2007, ce dossier a fait l'objet d'une étude attentive de M. Adrian Roboux, ex-assistant dans la chaire d'épigraphie grecque, qui est revenu sur l'interprétation historique des titres donnés l'un à Adrien, soit Ctistes, Nomotétès et Tropheus, nourricier, pour montrer que celui de Ctistes, fondateur, ne pouvait guère se rapporter à la refonte partielle du système tribal mégarien, comme l'avait proposé naguère, après d'autres, un bon connaisseur des institutions civiques grecques, l'américain Nicolas Jones, à cause de l'existence de cette nouvelle Phulée Adrianis. Le recours au mot Ctistes doit se justifier, là comme ailleurs, par une opération édilitaire, concernant non pas chacune des tribus, mais l'ensemble de la police mégaréone. De fait, il existe aussi pour Adrien une inscription honorifique, parfois omise, négligée, émanant de la cité de Mégare tout entière. D'autre part et surtout, Pausanias, texte qui n'est pas reproduit, nous informe qu'Adrien dut rebâtir en marbre, chose nécessairement coûteuse, puisque cette pierre devait être acheminée depuis les carrières de l'Attique, le territoire de Mégare ne fournissant qu'une assez médiocre pierre coquillée, l'ancien temple d'Apollon Pythios, jusque-là construit en briques, plintumen o archaios naos, très vénérable certes, puisqu'il abritait une vieille idole de bois, un xoanon de type archaïque, mais sans doute en piteux état, car les briques dont il s'agit ici devaient être d'argile crue. Voilà pourquoi Adrien est qualifié de Pythios ou Néos Pythios dans nos inscriptions de Mégare. L'empereur n'avait évidemment point choisi au hasard l'édifice à restaurer à ses frais, puisque cet Apollon était précisément honoré à Mégare comme archégétès, qui préside au commencement. Par là, Adrien voulait redonner à cette vieille cité une nouvelle jeunesse, d'où la reconnaissance que les Mégariens durent lui manifester sans tarder. Mais c'est seulement après 132, comme le prouve l'épiclèse Panhellénios, qu'ils érigèrent la série de statues honorifiques, quand le proconsul Julius Candidus était gouverneur d'Achaïe. Cela paraît prouver que les heureux effets de la générosité impériale se faisaient déjà alors sentir. Or, à en croire le même Pausanias, 1.36.3, dont je cite la traduction Paris aux Belles Lettres 1992, les Mégariens, un texte dans votre dossier, sont les seuls de toute la Grèce que l'empereur Adrien n'ait pu aider pour qu'ils développent leur cité davantage. Udo basilois Adrianos oste kai epauktenai monois eperkesen elenon. Mais cette traduction ne rend pas exactement compte de la négation forte qu'est Oudé, pas même l'empereur Adrien. Car si ce dernier a échoué de la vie du périégète, ce n'est pas sa faute à lui, mais à cause d'un inexpiable sacrilège commis par les Mégariens, un demi-millénaire plus tôt, à l'encontre des déesses d'Éleusis. On a donc là un curieux témoignage sur les conceptions religieuses du périégète, pénétré de la conviction que l'homme, même le plus puissant, et il ne doute certainement pas des moyens mis en œuvre par Adrien, ne peut rien changer aux arrêts de la divinité. Ce qui est remarquable aussi, c'est que Pausanias ait cru pouvoir faire ce constat d'échec, au moins relatif, une génération seulement après le passage de l'empereur, quand lui-même parcourait vers 150-160 l'Attique et la Mégaride. Avait-il des raisons objectives d'être à ce point pessimiste sur les possibilités qu'avaient les Mégariens d'échapper
à l'antique malédiction prononcée contre eux pour connaître un nouvel essor. Sans doute est-ce plutôt de sa part un acte de foi dans l'infaillibilité des déesses d'Éleusis, de même que la marque de son admiration constante pour tout ce qui vient d'Athènes. En tout cas, il est une réalisation au moins qui dut contribuer, si peu que ce fût, à la prospérité de la ville. C'est, comme nous l'apprend ici encore Pausanias, en 44, l'élargissement de la route, c'est un des textes du bas, l'élargissement de la route entre Mégare et Corinthe, route qui était là particulièrement escarpée, puisque l'empereur se soucia, nous dit Pausanias, de la rendre assez large pour que des chars puissent se croiser. Oskai armata enantia et launestai, une borne milliaire datant de l'an 125, donc au lendemain du passage d'Adrien, atteste l'exécution de ces travaux, à mettre sans doute dans le cadre plus large d'un réaménagement des routes dans toute la province et au-delà peut-être aussi en Thessalie. En dépit des problèmes de circulation qu'il put rencontrer en chemin, l'empereur parvint ainsi à gagner le Péloponnèse. On ne sait toujours pas, il est vrai, dans quel sens il fit sa tournée de la péninsule. Peut-être se crut-il obligé de donner la priorité à la colonie romaine de Corinthe et même à celle de Patras, installée sur la côte nord. Mais rien ne nous empêche d'admettre qu'il commença en réalité de sa visite par les vieilles cités grecques de l'Argolide. De toute façon, il paraît indiqué de commencer par Épidore, qui a fourni, on l'a laissé entendre, un document des plus importants pour la chronologie. Cette inscription, il y en a même plusieurs, trouvée dans les fouilles du sanctuaire d'Épidore, celui d'Asclépios, donc dès 1882 ou 92, n'est certes qu'une dédicace, à gauche, qu'une dédicace à l'empereur, mais qui d'une part le qualifie de sauveur et de fondateur, sauteur kai ktistes, et d'autre part lui donne sa titulature officielle en précisant qu'il était dans sa 8e puissance tribunicienne, des marquiques exousias to eta. Cela permet de fixer son passage à Épidore avant le 9 décembre 124, puisqu'il est admis par la plupart des spécialistes que le renouvellement de ce pouvoir avait lieu le 10 décembre de chaque année. C'est donc bel et bien vers la fin de l'automne 124 qu'Adrien fut en tournée dans le Péloponnèse. On ignore en revanche ce qu'il fit exactement en faveur de la cité d'Épidore et de son grand sanctuaire extra-muros. Pausanias est muet là-dessus. On peut toutefois supposer un important appui financier, les deux titres de sauveur et de fondateur n'ayant pu être conférés à la légère. Il ressort d'une autre inscription que les Épidoriens, c'est l'inscription de droite, allèrent jusqu'à faire débuter une ère nouvelle avec l'épidémia, le séjour d'Adrien dans leur pays. Ce document capital établit en effet un synchronisme entre la 10e année depuis le passage d'Adrien et tous dedicatutes Traianu Adrianu Caesaros Epidemias et la 3e année d'une ère plus récente encore, dont le point de départ était la consécration du temple de Zeus olympien et de la fondation du Panhellénion à Athènes, soit l'année 131, ce qui a permis d'établir que le voyage de l'empereur datait bien, lui, de 124. Enfin, ce n'est pas sans raison qu'Anthony Burley, dans sa monographie sur Adrien, a supposé qu'un homme avait dû jouer un rôle
particulier dans la faveur manifestée par l'empereur pour cette modeste, mais tout de même assez illustre cité d'Épidore. D'origine épidorienne, en effet, se trouvait être l'équestre, le chevalier Cneius Cornelius Pulcher, dont nous dirons un mot in fine, une fois parvenu à Corinthe, ville qui était sa seconde patrie. D'Épidore, Hadrien s'est à coup sûr dirigé vers Argos, mais en faisant le tour de la péninsule de l'Argolide, comme le suggèrent des inscriptions de Trézène d'abord et d'Hermionais ensuite. Le document trézénien, que vous voyez ici, est bien intéressant, même si Hadrien n'y figure pas nommément. C'est en effet une inscription honorant un bienfaiteur local qui est remercié pour avoir fait réparer à ses frais une route carrossable à l'occasion du séjour du très grand empereur Kataten epidemian tu megistu autokratoros. Et il ne peut s'agir à cette date que d'Hadrien. Et l'on voit ainsi une chose très importante, c'est que la visite impériale créait une espèce d'émulation parmi les notables des localités traversées. On en verra d'autres exemples à Sparte et à Mécène. De Trézène, dont le nom évoquait sans doute plus d'un souvenir littéraire chez Hadrien, au moins pour ce qui se rapportait au héros Thésée, et aussi peut-être au fameux décret de Thémistocle, l'empereur passa donc à Hermionée, comme l'implique une statue élevée à l'impératrice Sabine, en haut. À l'époque de Pausanias, le site historique avait été abandonné au profit d'une ville construite dans la plaine, avec accès direct à 2 ports bien protégés. Cela rend compte d'une remarquable épiclèse dans une inscription d'Hermionais qui honore non pas Hadrien, certes, mais Trajan en tant que Zeus Embaterios, Dieu qui préside à l'embarquement. Le vainqueur de Décébal, il porte déjà le titre de Dacikos, mais pas encore celui de Partikos, vainqueur des Parthes, ce qui avait d'emblée permis de placer la dédicace dans une courte fourchette chronologique entre 106 et 115. Mais en 1961, dans une note en bas de page d'un article de la Revue des études anciennes, portant sur toute autre chose, notre maître Louis Robert montrait que cette peu banale épiclèse devait être mise en relation avec une escale que Trajan et toute la flotte romaine avaient dû faire dans la baie bien protégée d'Hermionais en octobre 113, lors du voyage d'Italie vers la Syrie, après avoir franchi le cap Malais au sud et avant de relâcher au Pirée. Au moment donc de son embarquement, Mbassis, on avait dû faire des vœux pour le succès de la grande expédition contre les Parthes. Il est vrai que d'aucuns, aujourd'hui, voudraient donner à l'épiclèse Embaterios une valeur plus générale, sans rapport direct avec l'épisode en question. L'exégèse du grand épigraphiste nous paraît cependant bien préférable. En tout cas, rien n'interdirait ou n'interdit de penser qu'Hadrien était passé une première fois à Hermionais, 11 ans plus tôt, en compagnie de Trajan, puisqu'il avait dû accompagner l'Optimus Princeps dans son voyage en Orient, on l'avait vu. Si donc Marguerite Yourcenar n'avait pas été convaincue, et à tort, on s'en souvient peut-être, que son héros était arrivé à Antioche pour gouverner la Syrie bien avant l'empereur et toute la cour, elle aurait pu imaginer un Hadrien découvrant, lors de sa tournée de 124, l'inscription d'Hermionais et méditant alors sur la fragilité des choses humaines, illustrée par le destin de son prédécesseur, embarquant tel un dieu qu'on acclame, puis obligé, moins d'un lustre plus tard, de débarquer dans un port de la lointaine Cilicie pour y succomber à la maladie. Mais poursuivons notre voyage péloponnésien.
Adrien finit donc par arriver à Argos, qui demeurait, en dépit du jugement dépréciatif de Dion de Prusse, l'une des principales cités de la péninsule. Grâce aux fouilles franco-helléniques menées sur ce site depuis assez exactement un siècle, sa topographie et son histoire sont relativement bien connues. On dispose au surplus pour Argos et son territoire d'une description substantielle de Pausanias dans son livre 2. Il est curieux d'avoir dans les raïons principal sanctuaire hors les murs de cette cité, je croyais avoir oui, ici, pardon, les fragments d'une base de statue pour Adrien qui date à coup sûr de l'an 123, comme si les Argiens avaient prévu que l'empereur passerait chez eux au retour de son long périple oriental, ou peut-être parce qu'ils avaient déjà reçu à cette date une réponse positive à telle ou telle de leurs requêtes. En tout cas, on peut aisément supposer que, venant d'Hermione, Adrien commença sa visite par les raïons, en faisant éventuellement un petit crochet vers le nord pour visiter, en souvenir peut-être des sombres drames dont cette citadelle avait été le théâtre dans l'épopée, ce que fit d'ailleurs Pausanias un peu plus tard, le site de Mycène. Au témoignage de Pausanias, en tout cas, l'empereur tint à manifester sa piété à l'égard de la grande Héra. C'est le texte d'en haut. En lui consacrant un objet des plus rares, un pont en or orné de pierres précieuses. C'est que le pont, note le Périégède, est considéré comme un oiseau sacré d'Héra. Ce qui prouve, peut-on ajouter, qu'Adrien connaissait le mythe argien de la malheureuse Io, changée en vache, retenue prisonnière sur l'ordre de la déesse par le gardien Argus, dont les yeux innombrables vinrent orner, après sa mort, les plumes du splendide volatile. Si Pausanias ne dit rien des concours en l'honneur d'Héra, d'ailleurs transféré en ville d'Argos, il impute en revanche à Adrien une innovation, sans doute plutôt un retour en arrière, dans l'organisation des concours des Néméias, qui depuis longtemps avaient été annexés par les Argiens. Mais à l'époque de Pausanias encore, ceux-ci continuaient à célébrer des Néméias divers dans le sanctuaire de Némée, lequel était alors largement abandonné. C'est ce concours athlétique que l'empereur réforma, mais pas nécessairement à l'occasion de sa visite de 124, en y introduisant une épreuve dite hippios, une course de demi-fond longue de 4 stades, peut être sortie de l'usage. En elle-même, d'assez faible portée, cette décision montre l'intérêt qu'Adrien portait à l'organisation des grands concours grecs, comme en témoigne désormais avec éclat le dossier d'Alexandrie de Troade à examiner ultérieurement. C'est que les Néméias, en dépit de toutes les innovations de l'époque hellénistique et impériale, occupaient toujours une position de premier plan dans la hiérarchie agonistique, à côté des 3 autres concours dits de l'Archaia Periodos, le prestigieux circuit qui constituait pour les athlètes en particulier la tournée des Olympiades, des Pythias de Delphes et des Isthmias de Corinthe, une espèce de grand chelem si l'on veut. Il est singulier que Pausanias, si disert par ailleurs sur les antiquités d'Argos, n'ait pas dit un mot des libéralités d'Adrien en matière de construction ou de restauration d'édifices dans cette cité. Mais deux trouvailles épigraphiques faites par l'archéologue néerlandais Wilhelm Volgraaf, à qui incomba le privilège d'ouvrir le chantier d'Argos au nom de l'école française d'Athènes, voici un siècle,
sont venus opportunément prouver que l'empereur n'y fut point inactif. La première inscription se rapporte à une adduction d'eau, hydragogion, comme on a pu l'inférer de son lieu de trouvaille. Elle a permis, en effet, d'attribuer à Hadrien la construction de l'aqueduc romain qui court sur une trentaine de kilomètres au nord-est de la ville pour venir alimenter une fontaine monumentale, un nymphée pas très éloigné du théâtre. On a d'ailleurs pu supposer qu'une statue acéphale trouvée dans le bassin de cet édifice pouvait être celle du héros Diomède, chef du contingent argien à Troie, auquel Hadrien aurait pu être identifié en tant que nouveau fondateur de la ville. Il existe en tout cas une telle statue d'Hadrien représentée dans la nudité dite héroïque. Ce qui paraît sûr, c'est que la titulature de l'empereur indique l'année 124, 8e puissance tribunicienne, confirmant ainsi la date assignée au voyage péloponnésien. Hadrien se soucia donc d'assurer l'approvisionnement en eau de cette ville, comme il le fit en tant d'autres cités de l'Empire. C'était même, au dire de l'histoire auguste, l'une de ses préoccupations majeures. La seconde inscription faisait problème, puisque le nom même de l'édifice qu'Hadrien restaura après sa destruction par un incendie, Upo Empresmo, avait disparu avec la perte de toute la partie gauche de cette plaque de marbre. Fulgrave avait proposé de restituer le mot théatron, car la pierre avait été découverte dans les ruines du grand théâtre d'Argos, au pied de la citadelle. Non sans raison, la restitution parut douteuse à certains, mais elle fut adoptée avec confiance par d'autres. Ainsi encore l'historienne américaine Mary Boatwright, auteure d'un ouvrage désormais bien connu sur Hadrian and the Cities of the Roman Empire, paru en l'an 2000. Pourtant, on sait depuis une vingtaine d'années, grâce surtout à deux études du professeur Marcel Pierrard, publiées en 1995, que cette restitution est erronée. En effet, la fouille d'un puits tardif au milieu de l'agora d'Argos a mis précisément au jour, brisé en 17 morceaux, mais qui sont raccordables, cette partie gauche de la plaque Fulgrave. Seul le tiers droit manque encore à l'appel ou à la pioche. Or, c'est le nom de la déesse Héra, Thès Héras, vous avez ce document, qu'on lit très clairement à la ligne 4. Comme l'a bien vu le nouvel éditeur, l'édifice restauré par Hadrien était donc nécessairement le temple d'Héra, Ton, Naon, Thès, Héra, c'est pas du tout le théâtre. Mais quel temple de cette divinité honorait Argos en plusieurs points de la ville et du territoire? Connaisseur hors pair de l'histoire et de la topographie argienne, notre camarade Marcel Pierrard a opté, avec raison peut-être, pour la solution la plus économique, qui consiste à voir dans ce temple l'un des deux lieux de culte consacrés à Héra, à Argos même. Car Pausanias signale un temple, Naos d'Héra Anteia, et un sanctuaire, Hieron, d'Athéna Acraia. J'avoue cependant rester un peu sceptique devant cette exégèse. Ce qui me gêne, ce n'est pas tant le fait que ni l'un ni l'autre de ces sanctuaires n'ait été sûrement localisé, mais leur faible notoriété à tous deux, et plus encore leur éloignement du centre civique.
Le second était même situé assez haut sur la Larissa. N'est-on pas acculé à penser que le seul sanctuaire d'Héra qui pouvait intéresser et qui comptait véritablement aux yeux d'Adrien était celui de l'Héraion extramuros. Or, il est certain que celui-ci périclita au Bas Empire. On pourrait donc admettre aisément que la très belle plaque de marbre qui portait la dédicace de l'empereur fut au IIIe, au IVe siècle de notre ère, transportée en ville pour y être remployée. Il ne faut pas perdre de vue que c'est vers 400 seulement après Jésus-Christ qu'elle fut intentionnellement brisée, sans doute à cause de la mention justement d'Héra. Je pense donc que le temple restauré par Adrien a bien des chances d'être tout simplement celui de l'Héraion, endommagé par le feu. Cet incendie, empresmos, il est certes loisible d'admettre qu'il avait pu survenir à n'importe quel moment, mais sera-t-on taxé d'excessive audace si l'on songe en priorité au grand incendie qui, au témoignage de Thucydide lui-même, ravagea ce temple en 423 avant Jésus-Christ suite à une négligence de la prêtresse. Voilà un événement bien trop lointain, objectera-t-on aussitôt. Le temple, dans l'intervalle, avait dû être maintes fois réparé. Oui, assurément, puisque de l'aveu des meilleurs connaisseurs, l'édifice qui contenait les statues et les offrandes décrites par Pausanias avait été mis en chantier aux alentours de 440 et qu'il était encore en phase d'aménagement lorsqu'il brûla en partie. Il n'empêche que c'est toujours à ce même incendie que songe Pausanias quand il se trouve sur place en croyant à tort que le temple calciné était celui dont il voyait les vestiges sur la terrasse supérieure, ici à gauche. Au début du IIe siècle de notre ère, le grand temple classique était toujours debout, mais il devait avoir besoin d'une sérieuse remise à neuf. Voilà ce qu'Adrien a voulu accomplir pour les Argiens. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de faire réparer un temple de quartier dont le toit est parti en fumée. Il tient à mettre la dernière main à un grand ouvrage laissé inachevé ou endommagé, à parachever la construction de l'Olympieion d'Épisistratide à Athènes, celle du temple de Zeus élevé par les Attalides à Cyzique, à réparer le temple de Dionysos dessiné par l'architecte Hermogène à Théos, celui d'Apollon Pythios à Mégare, nous venons de le voir. Il veut redresser le colosse de Rhodes et partout restaurer les tombeaux des grands hommes du passé. De cet esprit d'archéologue restaurateur qui anime partout l'action d'Adrien, on va voir dans un instant un bel exemple. Avant de quitter Argos, disons encore un mot du statut de cette cité à l'époque du voyage impérial de 124-125 en Grèce. Il n'est pas douteux que c'était alors, comme le marque justement Marcel Pierrat, le centre de la confédération achéenne, to Achaïon ou Achaïkon Sunédrion. L'empereur dut très certainement y tenir un discours devant les délégués des cités achéennes réunis sans doute au théâtre. Cela ressort d'ailleurs d'une lettre qu'Adrien lui-même écrivit en l'an 126 aux Achéens après être rentré à Rome. Lettre où il déclare décliner les honneurs supplémentaires que lui ont votés les Achéens après son départ. En effet, le décret pris alors par le koinon prescrit d'afficher tout ce dossier à Argos. Si Athènes et les sanctuaires panhelléniques d'Olympie, de Delphes et de l'Isthme sont également mentionnés comme lieu d'exposition, c'est pour assurer une plus large diffusion de la lettre impériale au sein de la province romaine d'Achaïe, entité administrative bien distincte de la confédération achéenne, qui, elle, ne s'étend pas à l'ensemble de la province, ni même à la totalité
du Péloponnèse. Plusieurs cités se tiennent en dehors de ce cadre. La participation de Corinthe au koinon est certes aujourd'hui admise par les spécialistes, mais cette colonie romaine, résidence du gouverneur, ne pouvait pas être en même temps la ville principale de la Confédération. Pour Pausanias, la primauté d'Argos sur Corinthe, en dépit du rang occupé par cette dernière à l'échelon de la province, est mise en évidence par le fait qu'il appelle Argolis Sungraphé, le livre 2 de sa périégèse, que nous appelons, nous, Corinthiaca, dans le sillage de la tradition byzantine. Dès lors, il convient d'expliquer autrement, je crois, qu'on ne le fait d'ordinaire, l'expression to argolikon, accompagnée au nom du mot synédrion, que l'on trouve en deux passages, vous avez sous les yeux, pardon, je crois que ce n'est pas tout à fait ça. Non. Il ne figure pas. Excusez-moi. Deux passages mais vous les avez peut-être dans votre dossier, du livre 8. Il ne doit pas s'agir d'une confédération argienne qui se serait constituée, nous dit-on, au sein du koinon à Chaïone et l'aurait même quitté en entraînant dans sa sécession quelques cités d'Arcadie, telles Stymphale et Aléa. Non, cette expression, absente, notons-le, des inscriptions qui ne connaissent que le koinon Achaïone et le koinon Arcadone, doit désigner tout simplement, croirais-je, la confédération achéenne, elle-même dominée à cette époque par la grande cité d'Argos. On pourra voir là-dessus la récente prise de position de Marcel Pirard, qui semble vouloir partager à quelques nuances près mon opinion, et cela dans un volume collectif, celui-ci, Roman Peloponnesos, édité par Athanasios Rizakis, autre excellent connaisseur de l'Achaïe grecque et romaine. Au sortir d'Argos, Hadrien se dirigea à coup sûr vers les cités de l'Arcadie. La traversée de ce pays est même le seul tronçon du voyage qui soit évoqué dans Mémoire d'Hadrien. Pourquoi? C'est que l'empereur, on s'en souvient, est censé être accompagné du bel Antinoüs, qu'il aurait rencontré l'automne précédent à Nicomédie. Or, Antinoüs, en tant que ressortissant de la ville de Bithynion Claudiopolis, avait des attaches avec la cité de Mantinée, métropole de Bithynion. Telle était du moins l'origine quasi mythique qu'Hadrien s'employa à propager après la mort de son bien-aimé. Dans sa tournée de 124, déjà par conséquent, il l'aurait eu assez coûté. J'emmenai Antinoüs dans l'Arcadie de ses ancêtres. Les forêts y restaient aussi impénétrables qu'au temps où les antiques chasseurs de loups y avaient vécu. Écrit l'empereur pour introduire le récit d'un épisode de chasse impliquant la participation du jeune garçon et surtout pour se remémorer le séjour mantinéen. Les gens de Mantinée se découvrirent des liens de parenté avec cette famille de colons bithyniens, cette ville où l'enfant eut plus tard, ses temples, fut par moi enrichi et orné. Page 124. Marguerite Yourcenar mêle ainsi habilement, ou en tout cas relie avec beaucoup d'art, deux moments en réalité séparés par une demi-douzaine d'années. Le voyage de 124 et les honneurs posthumes conférés à Antinoüs après sa mort en 130. Mais il faut bien voir que si les honneurs en question sont très bien attestés par Pausanias, et cette page des Arcadica est même un témoignage essentiel pour l'étude du culte d'Antinoüs dans l'Empire romain, on y reviendra le moment venu, on sait relativement peu de choses, en revanche, sur ce qu'Hadrien fit lors de son passage, son propre passage à Mantinée. Car même dans le cas où Antinoüs aurait été du voyage, chose fort douteuse, rien ne saurait avoir été entrepris à cette date pour
inciter les Mantinéens à, à honorer le jeune homme aux côtés d'Adrien. L'effort de l'empereur en 124-125 paraît avoir porté principalement sur un sanctuaire situé hors les murs, aussi vénérable que l'étaient les rayons d'Argos, et sans doute lui aussi plus ou moins délabré, le temple de Poséidon Hippios, maître des chevaux, qu'il fit reconstruire selon une méthode originale, bien caractéristique, ici encore, des préoccupations de cet empereur antiquaire. La description de Pausanias vaut la peine d'être citée, vous l'avez, je crois, 8-10. Le sanctuaire actuel, to hieron, to ephémon, est une construction d'Adrien qui plaça les ouvriers sous l'autorité de surveillants pour que nul ne jeta un regard sur l'ancien sanctuaire, to hieron, to archaion, et ne déplaça quoi que ce soit de ces débris. Il leur ordonna de construire le nouveau temple, ton naon, ton kainon, tout autour. Fin de la citation. Tant de précautions s'expliquait par le fait que l'édifice primitif, construit en bois, passait pour être l'œuvre de deux architectes mythiques originaires de Béotie, Agamédès et Trophonios. Comme l'indique Madeleine Josse, ne confondons pas, dans son commentaire des Arcadica, le sanctuaire de Poséidon Hippios était depuis longtemps localisé de manière approximative par des trouvailles en surface quand, il y a une quinzaine d'années, les fondations du temple lui-même furent mises au jour. Mais cette fouille paraît être restée inédite, de sorte qu'il est impossible, pour l'heure, de confronter le texte de Pausanias aux vestiges conservés in situ. Une autre entreprise d'Adrien est signalée par le périégète aux abords de Mantinée. On sait que cette ville avait été le théâtre de plusieurs batailles dans l'histoire grecque. L'une est célèbre parce qu'elle a ouvert en 362 avant Jésus-Christ une période de confusion avec la mort d'Épaminondas, l'homme d'État et grand capitaine thébain si admiré de Plutarque. Son tombeau se dressait en bordure du champ de bataille, à environ 6 km au sud de Mantinée. Or, Adrien ne se contenta pas de rendre hommage à cet homme, dont la biographie lui était sans doute familière. Il fit ajouter une stèle avec une épigramme de sa composition, passage de 8-11, cette inscription qui était en dialecte une épigramme à côté de l'inscription en dialecte béotien que portait une colonne où se voyait un bouclier et un dragon. Claire allusion, comme l'a compris Pausanias lui-même, au mythe thébain de Cadmos, vainqueur du dragon dont étaient issus les héros tutélaires appelés Spartoi, nés de la terre même. L'évocation de cet épisode chez Marguerite Yourcenar s'inspire assurément de Pausanias, mais en ajoutant un élément puisé à une autre source, le traité de Plutarque sur l'amour, selon qui le jeune Caphisodoros, tombé en même temps que Épaminondas, avait été inhumé avec lui. Or, cela était capital dans l'esprit de l'auteur des mémoires. Épaminondas n'est pas seul dans son tombeau. Il repose, dit Adrien, auprès d'un jeune compagnon frappé à ses côtés. Page 166. Ce constat résonne donc à la fois comme un vœu secrètement émis lors du voyage de 124 et déjà comme un regret qu'exprime le vieil empereur qui eut tant souhaité avoir en Antinoüs un compagnon pour l'éternité comme le chef thébain. De Mantinée à Lacédémone, la route passait par Thégée, où la présence d'Adrien est attestée par l'épigraphie, notamment de documents qui prouvent qu'une ère nouvelle, là aussi, il fut instaurée à dater de l'apparition de la parousia ou épidémia du dieu Adrien en Grèce. Chose remarquable,
Pausanias ne dit rien du séjour d'Adrien à Sparte, quand bien même il consacre tout son livre 3 aux antiquités de la Laconie. Cela s'explique en partie que Marguerite Yourcenar, à son tour, n'évoque pas ce passage, même si elle prête à son héros, hors de ce contexte, une réflexion tout à fait élogieuse sur l'idéal spartiate à travers la poésie du vieux Terpendre. Le mode de vie parfait dont Lacédémone a rêvé sans jamais l'atteindre, la force, la justice et les muses. Il est sûr néanmoins qu'Adrien a puissamment contribué à rétablir la cité de Sparte dans son antique prestige et aussi dans sa prospérité d'antan. Si l'on peut cependant se borner ici à présenter succinctement l'étape lacédémonienne du voyage de 124-125, ce n'est donc pas faute de matière, mais d'abord parce que l'essentiel a été dit après divers articles de Bowersock dans Hellenistic and Roman Sparta, A Tale of Two Cities, en 1989, réédité en 2002, livre dont Anthony Spoforth est l'auteur pour la section romaine. Reste toujours inédite, il est vrai, une importante inscription de Sparte datant de la fin du règne d'Adrien et relative à la fondation publique établie par le sénateur Julius Euryclès Herculanus, rejeton de la lignée des Euryclides, qui était une véritable dynastie laconienne pour laquelle on pourra se reporter à un article de Jean-Sébastien Balza dans le volume collectif Le Péloponnèse d'Épaminondas à Adrien, justement, 2008. C'est vraisemblablement ce personnage qui accueillit l'empereur à Lacédémone en 124-5. Ou alors, un peu plus tard, puisque en 128, comme il découle d'une autre inscription connue, Adrien fit un second séjour à Sparte, en venant sans doute cette fois du port de Gitéon. De fait, la plupart des bienfaits accordés par l'empereur aux Spartiates paraissent dater des années 130, après la création du Panhellénion athénien, et doivent par conséquent être examinés dans un autre cadre. Les Euergetemata, qui remontent au premier voyage, se ramènent à 2 ou 3 seulement, comme la construction très probable, là aussi, d'un aqueduc, mais jusqu'ici, semble-t-il, sans preuve épigraphique, un accroissement territorial représenté par l'acquisition, grâce à l'empereur, du port de Koroneia dans le golfe de Messénie, et comme aussi de la petite minuscule île de Caudos au large de la Laconie, tellement au large qu'on ne la voit pas ici, chose que Louis Robert, dès 1940, sut très ingénieusement inférer du titre de Epimeletes Caudou, qui n'avait pas été compris dans un cursus honorum de l'époque adriatique, vous l'avez sous les yeux. C'est seulement vers 136, en revanche, que les Spartiates purent remettre la main sur la grande île de Cythère, grâce à l'action conjuguée, selon toute apparence, d'Euryclès, le dynaste quasiment, et Adrien lui-même. On ne sache pas que l'empereur ait entrepris, dès 125, la réfection d'un grand sanctuaire lacédémonien, à moins de supposer qu'au moment de la mise en chantier du temple de Zeus Soter Olympios, l'édifice qui a été vu une génération plus tard par Pausanias, au chapitre 12 du livre 3, le dieu ne portait pas encore cette épiclèse Olympios qui fait écho au titre adopté plus tard par Adrien lui-même quand furent entrepris à Athènes les travaux justement de l'Olympieion. Mais le caractère relativement modeste des libéralités du prince dans cette première phase de ses relations avec Sparte ne saurait être interprété comme une marque de réticence à l'égard de l'agoguet, de l'éducation spartiate, car l'empereur devait en être un admirateur, sinon un adepte, comme la plupart des intellectuels grecs, et romains d'ailleurs, depuis Platon.
Il faut toujours avoir présent à l'esprit, au surplus, que notre information demeure terriblement lacunaire. Le cas de la ville de Mécène, voisine de Sparte, au-delà du Tégète, l'illustre bien. Cette cité, bâtie à partir de 369 avant Jésus-Christ, Épaminondas justement, était restée jusqu'à une date récente un trou noir dans la bibliographie sur Hadrien. Chose significative, le nom de Mécène ne figure pas même sur la carte de la Grèce, donnée dans la synthèse encore récente d'Anthony Burley. Or, il paraît aujourd'hui bien difficile de croire que l'empereur omit de visiter cette ville en 124-125. Les fouilles menées par la Société archéologique d'Athènes sous la direction de notre collègue le professeur Petros Themelis ont en effet mis au jour un centre extrêmement prospère à l'époque impériale, bénéficiant de toutes les commodités urbanistiques possibles dans un site admirablement aménagé. Il est vrai que Pausanias, qui décrit l'agora de Mécène de manière assez détaillée, n'y mentionne aucune consécration faite par Hadrien ou pour Hadrien, aucun édifice construit à ses frais. Mais ce silence n'a pas grande signification, puisque l'on vient de constater le même mutisme à propos de Sparte. Une première raison pour Hadrien d'aller à Mécène, ville qui certes n'avait pas un prestige tout à fait égal à celui d'Argos ou de Lacédémone, était, je pense, d'honorer là aussi la mémoire d'Épaminondas, car le chef thébain, en tant que fondateur de la nouvelle cité un demi-millénaire plus tôt, il y avait un héroon, décrit par Pausanias, en bordure du grand Asclépéon, découvert par les fouilles, pseudo-agora, sans parler d'une autre statue en fer, celle-là, dans le bâtiment appelé Hierotusion. Qu'Épaminondas ait toujours été, en ce début du IIe siècle, honoré par les Messéniens, ne ressort pas seulement de la périégèse. On peut en trouver une preuve épigraphique dans le fait que l'un des principaux notables de cette époque, le grand prêtre du culte impérial, Tiberius Claudius Crispianus, membre de l'ordre équestre, rejeton d'une famille où se transmettait le nom du héros et messénien par excellence, Aristoménès, reçut aux alentours de 140, au témoignage de diverses inscriptions, le titre de Nouvelle Épaminondas. Néos Épaminondas. Hadrien pourrait avoir eu un autre motif encore de se rendre à Mécène. C'est qu'il était certainement en contact avec un personnage plus éminent encore dans cette cité, Tiberius Claudius Saïtidas Caelianus, connu, lui et sa famille, par plusieurs documents qui permettent de situer sa carrière à l'époque même d'Hadrien, mais aussi par une mention chez Pausanias, à propos de son monument funéraire, qui paraît l'avoir connu personnellement. Il serait donc temps que les éditeurs de Pausanias renoncent à la leçon fautive Aïtidas, qui est religieusement reproduite et moins que jamais défendable, pour adopter enfin la forme seule correcte Saïtidas. Une longue inscription du théâtre, encore partiellement inédite, témoigne de la place occupée par cette famille, je ne sais pas, c'est Pausanias, pardon, elle a disparu. Tandis qu'une autre dédicace montre qu'il était encore, qu'il était en 139, toujours vivant, donc au début du règne d'Antonin. Mieux, une base pour l'impératrice Sabine vient d'être mise au jour, et vous l'avez sous les yeux, elle fait référence à un décret des Achéens qui pourrait bien, me semble-t-il, être celui de 126 sur les honneurs octroyés à Hadrien. Il paraît ainsi très probable
que Saïtidas, dès avant d'accéder vers 138 à la dignité suprême d'Eladarque et de grand prêtre du koinon d'Achaïe, avait dû faire autrefois tout son possible pour attirer l'empereur à Mécène depuis Sparte. On ne voit guère du reste comment Adrien aurait pu ne point passer par la Messénie dans son voyage de retour vers le nord du Péloponnèse. Sa venue à Lycosoura, dans le territoire de Mégalépolis, est rendue très probable par une inscription copiée sur place, et des monnaies du règne d'Adrien, recueillies naguère à l'endroit même où se dressait la statue de la déesse Despoina, œuvre du sculpteur de Mécène d'Amophon, donnent à penser que cette statue fut non pas certes créée, mais restaurée à l'époque du voyage d'Adrien. Il est bien difficile de dire en revanche si l'empereur suivit ensuite le cours de l'Alphée jusqu'à Olympie, ou si plutôt il atteignit le sanctuaire après un voyage en mer, débarquant près du cap Phéia. On notera l'existence d'une importante voie romaine dans ce secteur, attestée par une borne miliaire que la titulature de Trajan permet de dater de l'an 115. Si l'on en croit l'étude récente de Sophia Zumbakis sur Élis et Olympie, à l'époque impériale, Adrien ne se soucia guère des affaires de l'élite, mais il ne put négliger complètement Olympie, même si on n'a pas encore la preuve formelle de son passage, seulement cette inscription fragmentaire que vous avez sous les yeux. La prise en charge, voilà l'ouvrage de Zumbakis, la prise en charge d'une restauration de la fameuse et si fragile statue chryséléphantine de Phidias est cependant de l'ordre du probable. Comment croire au surplus que le futur Adrianos, Panhellénios, Olympios n'ait pas tenu à visiter le site des concours d'Olympique, lui qui devait favoriser partout la création d'Olympia, calqué sur les institutions d'Olympie bien des traits de son futur Panhellénion. De là, il put gagner Patras, la colonie romaine en plein essor, où certes on n'a pas non plus de preuves absolues de son passage, à en juger par le récent corpus des inscriptions de cette colonie par Athanasios Rizakis, seulement une petite dédicace que vous avez sous les yeux. Pour ce qui est de Corinthe, enfin, la contribution de l'empereur à l'aménagement de la ville est attestée par Pausanias, qui signale en tout cas des loutras dans cette ville, et l'archéologie, d'autre part, fait connaître l'existence d'un arc élevé d'abord par Domitien, complété ensuite par Trajan, achevé par Adrien, d'où la présence du monument sur des monnaies. Je ne vois pas pourquoi il ne veut pas venir. Voilà. Bon. Voilà. Ces monnaies qui montrent l'arc d'Adrien à Corinthe. Relevons enfin que durant tout son voyage péloponnésien, Adrien fut accompagné par l'homme qui était sans doute le plus en vue alors de la province d'Achaïe, l'Épidorien Cneius Cornelius Pulcher, connu d'abord dans sa petite patrie, avant d'entamer une brillante carrière municipale à Corinthe, tout en suivant le cursus équestre à un échelon plus élevé, puisque vers la fin du règne de Trajan déjà, il s'était vu confier le gouvernement de la petite province d'Épire, avec le titre de procurateur, comme l'enseigne une inscription honorifique de Trézène souvent étudiée, qui montre aussi que Pulcher était grand prêtre du culte impérial pour l'Achaïe et secrétaire du koinon achéen. Mais c'est seulement quelques années plus tard, vers 125-128, qu'il put ajouter à ses titres celui d'Eladarque, chef des Grecs, titre nouveau, mais appelé à durer, car il sera désormais couplé à celui de grand prêtre à vie du culte impérial, archiéreus diabiou ton Sébastone. On peut donc admettre, sur la base des travaux qui ont été consacrés à la carrière de ce Cornelius Pulcher, que l'Eladarchie est une création d'Adrien, peu après son voyage péloponnésien. Elle témoigne de la volonté de promouvoir l'unité et la visibilité, dirait-on aujourd'hui, de la vieille Grèce, car l'Eladarque ne préside pas seulement le koinon akaïon au sens restreint du terme,
mais l'ensemble des koinas de la Grèce centrale, à savoir les Achéens, mais les Béotiens, les Eubéens et d'autres. On verra en effet dans la prochaine leçon que, contrairement à l'opinion communiste, cette association dite des Panachéens n'avait certainement pas disparu à l'époque d'Adrien. Pour autant, ce Synedrion Panakaikon ne se confondait pas avec l'association bien plus ancienne et plus prestigieuse qu'était l'Amphictyonie de Delphes et des Pyles, puisque celle-ci englobait non seulement les peuples déjà mentionnés, mais également les Thessaliens et ceux que l'empereur Auguste avait regroupés autour de la ville de la Victoire, Nicopolis, pour commémorer son succès décisif de l'an 31 avant Jésus-Christ, modifiant ainsi l'équilibre des ethnées et des poleis au sein de l'Amphictyonie. Or, là aussi, Adrien crée une nouvelle fonction présidentielle appelée également éladarchie. Il y aura donc désormais le plus souvent 2 éladarques qui coexisteront avec des attributions à la fois semblables et différentes. Ce que fut plus généralement l'attitude d'Adrien face à l'Amphictyonie, c'est ce dont M. Richard Bouchon va nous entretenir dans un instant à travers l'un des documents de Delphes parmi les plus importants de toute l'épigraphie adrianique. Je vous remercie.